Bonjour à tous et à tous. Voilà, nous sommes réunis pour ouvrir la masterclass Les écoplanètes, dont le titre est «L'authenticité peut-elle encore intéresser les médias?» Donc, c'est un titre volontairement provocateur. Donc, je reçois aujourd'hui les deux cofondateurs de Plastic Odyssée, donc Simon Bernard et Alexandre de Schlott. Et avant tout de même de commencer à vous poser quelques questions, je vais présenter très brièvement Les écoplanètes, qui est le dernier magazine digital lancé par le groupe Les Échos, qui traite de l'environnement, que vous pouvez retrouver sur le site planète.leséchos.fr, et qui, lui, est très authentique parce qu'on fait énormément de fonds, d'enquêtes, de mise en valeur, d'acteurs et de solutions. Voilà, alors je me tourne vers vous deux. Donc vous avez un projet qui s'appelle Plastic Odyssée. On a choisi d'en parler aujourd'hui parce qu'on estime qu'il est effectivement très authentique. Alors, il est parti de chiffres qui sont des chiffres très alarmants. En fait, depuis la date de l'invention du plastique, qui est 1838, il y a 6,3 milliards de tonnes de déchets qui ont été produits et seulement 9% d'entre eux ont été recyclés. Vous avez 5 milliards de tonnes de plastique qui sont donc aujourd'hui dans la nature, et 80% de cette pollution marine de plastique, puisque le plastique finit en règle générale dans l'océan, provient des villes côtières les plus démunies. Alors Simon, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet, donc Plastic Odyssée ? Oui, alors pour compléter, en fait, ce qui arrive dans l'océan, sur ces 5 milliards de tonnes qui sont là, c'est environ 20 tonnes par minute. Donc c'est une quantité de plastique qui est énorme. Et pourtant, quand on regarde à la surface de l'océan, on ne voit pas grand-chose. Ça s'appelle le mystère plastique dans la communauté scientifique. Et en fait, on se rend compte qu'il y a moins d'1% du plastique qui flotte à la surface de l'eau. Ça veut dire que le reste, c'est soit dégradé en petites particules, soit a coulé au fond de l'eau, ou c'est échoué sur les côtes. Et donc, en partant de ce constat-là, on s'est dit, il faut vraiment agir à la source, éviter que ce plastique arrive dans l'océan. C'est vraiment la seule solution si on veut avoir un impact tangible. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment faire pour avoir l'impact le plus grand ? Bien sûr, il faut réduire la consommation de plastique, repenser l'usage. Donc ça, c'est une chose. Et en attendant, effectivement, si on arrive à recycler un déchet sur deux dans une vingtaine de pays, on se rend compte qu'on peut réduire de 40% la pollution plastique. Donc nous, on s'est concentré là-dessus. On s'est dit comment est-ce qu'on peut réussir à démocratiser des solutions simples de recyclage pour que un maximum de gens aient accès à ces solutions-là et puissent créer leur emploi, donc transformer les déchets qui sont là en ressources pour créer du coup des économies locales. Donc faire d'une pierre deux coups, éviter que ces déchets soient là et permettre à des gens d'en vivre. Ça, Alors c'était le ce rêve. projet, vous l'avez initié en 2016, c'est ça ? Donc ça C'est fait ça. déjà 4 ans que vous travaillez dessus. Et là, vous allez entamer une nouvelle étape. C'est ça. Donc là, le projet se concrétise vraiment. Ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, tant sur la partie technique, en réunissant toute une communauté d'ingénieurs, en faisant des premiers tests, des prototypes, en affinant aussi où est-ce qu'on doit se positionner dans cette chaîne-là. Et là, on passe à une autre échelle. C'est comment est-ce qu'on va démocratiser ces solutions pour que justement elles puissent être répliquées partout dans le monde. Et donc là, on va se servir d'un bateau laboratoire qui va partir en 2021 pour aller faire escale dans les pays les plus touchés par cette pollution. Donc justement, c'est ces pays qui ont peu d'infrastructures aujourd'hui, en allant, non pas aller en tant que colonisateur pour donner des machines, mais plutôt travailler avec des acteurs locaux sur des solutions qui ont vraiment du sens sur place. Donc comment est-ce qu'on va trouver une utilité à ces déchets qui est pertinente dans chaque pays ? D'accord, c'est un énorme projet. On peut donner les montants financiers en jeu à peu près ? Alors le budget global pour réaliser le projet sur 5 ans, c'est 10 millions d'euros. Voilà. Alors, je me tourne vers Alexandre. Vous êtes donc le directeur de communication de Plastic Odyssée. Quel est un peu le business model d'une telle expédition ? Alors oui, c'est vrai que nous, on a choisi un business model un peu particulier. On est à mi-chemin entre un projet purement d'impact et donc avec du mécénat et un projet de course au large. En fait, on a un système un peu hybride qui n'existe pas vraiment dans d'autres domaines et qui permet à des sponsors de nous financer avec deux contreparties majeures. La première, c'est une contrepartie d'image, comme ça se fait dans la course au large. Et la deuxième, c'est
pour marquer leur engagement RSE, parce que le sujet de la pollution plastique et le sujet de la détérioration de l'environnement en général, c'est pas nouveau. Donc les entreprises aujourd'hui s'engagent. Elles ont des engagements au quotidien à travers les collaborateurs, à travers leurs actions, leurs produits. Et elles voient un peu le projet comme un projet fédérateur qui permet de rassembler toutes les actions qu'elles ont mises en jeu depuis des années, et pour montrer autant en communication interne à leurs collaborateurs leurs engagements qu'à leurs clients. D'accord, donc vous avez quand même derrière ça un impératif de couverture médiatique. Oui, voilà, c'est le pari qu'on a lancé. Ça nous permet, ça a de gros avantages. Ça nous permet déjà de s'obliger à avoir une couverture médiatique, parce que nous, on veut faire de l'impact, et donc l'impact finalement passe aussi par les médias. Et donc ça nous permet de vendre une contrepartie à un sponsor sans avoir d'investisseurs extérieurs. Et donc les technologies qu'on développe, on les développe en open source, il n'y a pas de brevet. Ça, c'est une des choses qui est permise par le fait qu'on n'a pas d'investisseurs extérieurs. D'accord. Alors, donc, un projet sur 4 ans, donc du long terme quand même, un projet coûteux, un projet technique. Comment est-ce que vous avez fait au départ pour trouver vos premiers mécènes ? Alors c'est ça l'enjeu, c'était justement de faire connaître le projet et l'idée qu'il y a derrière. Et donc pour ça, il faut réussir à communiquer quand même. C'est quand même l'enjeu du sponsoring, c'est de se faire connaître et de communiquer. Et donc on s'est dit, un bateau laboratoire, bon, un bateau, il y a quand même une histoire derrière, ça appelle plein de choses, l'aventure, donc c'est quand même intéressant d'en parler. Mais cette idée de juste avoir un bateau laboratoire, on trouvait que c'était quand même pas suffisant, c'était pas suffisamment attractif. Donc on s'est dit, on va lui donner une petite particularité à ce bateau. On va tenter de le faire avancer, donc de propulser ce bateau, non pas avec du carburant classique, mais justement en utilisant les déchets qui ne sont pas recyclables, les plastiques, qu'on va bien sûr pas trouver dans la mer, parce que comme je vous disais, ils ne flottent pas, hein, mais à chaque escale, au lieu de faire le plein de carburant, on va faire le plein de plastique et le transformer en carburant. Donc c'est un peu la DeLorean de Retour vers le futur, pour ceux qui se rappellent, transformer les déchets en énergie pour faire avancer le bateau. Ça, c'est quelque chose qui est assez simple, qui plaît beaucoup, mais finalement, c'est un petit peu un cheval de Troie pour nous. C'est ça qui nous permet d'accrocher l'attention pour derrière expliquer le fond du projet, qui n'est pas de faire avancer un bateau au plastique, qui est de démocratiser des solutions dans les pays les plus pauvres. D'accord, mais au départ, c'est bien là-dessus que vous avez fédéré vos premiers mécènes et vos premières communications, en fait. Hein. En fait, c'est vrai qu'au départ, on s'est trouvé face à un projet très ambitieux, avec beaucoup d'argent à trouver. Ça ne se voit pas derrière notre masque, mais on n'a pas beaucoup de barbe blanche. Surtout Simon qui n'a pas de barbe du tout. Mais du coup, on s'est quand même trouvé confronté au sujet de la crédibilité. Et ça, on a fait une première étape pour se crédibiliser. C'était une preuve de concept. On a construit le projet global en miniature. Et donc, on a fait un petit bateau. Au lieu de faire 40 mètres, il faisait 6 mètres de long. Et au lieu de... et pour médiatiser ça, on a fait une première mondiale. Parce qu'en fait, il faut une première, il faut un record, il faut quelque chose pour attirer l'attention. Et on a fabriqué une machine de pyrolyse capable de traiter les déchets plastiques non recyclables en carburant, de produire de l'énergie pour faire avancer un bateau. On a fabriqué cette machine, on l'a mis sur un catamaran de 6 mètres qu'on a nous-mêmes fabriqué à partir de coques recyclées. On a tout fabriqué, tout recyclé. Et donc, c'était un projet qui a duré 6 mois. Entre le moment où on s'est dit on va faire ça et le moment où on l'a réalisé. Il y a eu quand même presque 2 ans, enfin entre le moment où vraiment l'idée et le moment où on a abouti à ce catamaran, 1 an et demi, ouais, peut-être 1 an et demi quand même. Entre le moment où les premiers partenaires les derniers partenaires ont misé plutôt sur ce projet et le moment où ça s'est réalisé, ça a été assez court. Donc pour eux, je pense que le pari était pas très risqué. C'était au pire ça marche. Et ça nous a permis de crédibiliser le projet sur la scène, le sujet technique évidemment avec la pyrolyse, mais aussi sur le plan médiatique. D'accord. Et ce buzz qu'on a fait avec ce bateau nous a permis de nous crédibiliser, de nous dire on était capable d'attirer l'attention des médias pour la suite. Donc vous avez rassuré vos futurs sponsors. Exactement, et c'est ça qui nous a permis, en fait, les publications, les articles nous ont permis de trouver
d'autres sponsors qui ont rejoint l'aventure et qui n'ont pas adhéré au message simple médiatique qui est le bateau qui avance au déchet, qui ont adhéré au fond du projet. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils ont compris que ça allait au-delà justement de la médiatisation, de la communication. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, et cette idée du cheval de Troie, finalement, elle vous est venue comment? Est-ce que vous avez étudié d'autres projets, à la fois techniques, entrepreneuriaux, aventuriers? Vous avez fait un benchmark? Vous avez dit c'est ça qu'il faut faire? Qu'est-ce qui vous a inspiré? En fait, on s'est un peu rendu compte qu'il y avait d'un côté des projets qui ont énormément de communication, mais derrière, c'est des idées très simples et donc il n'y a pas vraiment de fond, il n'y a pas vraiment d'impact. Et de l'autre côté, des projets qui ont des impacts vraiment énormes, qui sont très pertinents, mais qui ne sont pas médiatisables, entre guillemets, donc qui ne sont pas connus. Et donc, on s'est dit, il faut réussir à concilier les deux d'une certaine manière. Et un des projets qui nous a inspirés, c'est Solar Impulse. Même si, au-delà de l'exploit de faire avancer un avion uniquement à l'énergie solaire, l'objectif n'était pas forcément de répliquer ces technologies. Donc, c'était vraiment dans l'exploit même de faire un tour du monde à l'énergie solaire. Mais ils ont réussi à réunir quand même une communication très professionnelle, vraiment ambitieuse et un défi technique incroyable. Parce qu'à l'époque, quand Bertrand Piccard a eu l'idée de faire ce tour du monde, c'était pas possible techniquement. Donc il a fallu quand même arriver à construire quelque chose techniquement de très impressionnant. Donc ça, c'est intéressant. Et donc ça, c'était le projet qui pouvait vous inspirer parce qu'il a marché. Est-ce qu'il y avait des contre-exemples dans votre recherche? Et de l'autre côté, moi, un projet qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a donné envie de faire ça, c'est le projet de Corentin de Châtel-Perron, Nomade des mers, qui travaillait sur les low-tech. Alors les low-tech, c'est l'inverse des high-tech. C'est quelque chose qu'on partage, c'est vraiment des valeurs qu'on partage aussi, de faire des systèmes qui sont les plus simples possibles, qui demandent très peu de ressources pour être construits, et qui peuvent bénéficier à l'ensemble de la population mondiale. Sauf que le problème, c'est que quand on parle de low-tech, ça renvoie à une image qui est un peu péjorative, parce qu'on a l'impression que c'est justement des technologies à la baisse, de la décroissance. Enfin, ça renvoie plein d'images qui ne sont pas forcément faciles à médiatiser, alors que le fond est vraiment impactant et que c'est des recherches qui sont très, très pertinentes. Donc c'est vraiment ça le défi. Et d'ailleurs, toi, tu l'as connu parce que tu étais physiquement, géographiquement à Concarneau et que tu as connu ce projet. Mais ce projet, ce qu'on veut dire là, c'est qu'il aurait pu, il devrait inspirer beaucoup plus de monde. Et malheureusement, médiatiquement, c'est peu le cas. C'est trop peu le cas. Et pourtant, il est authentique, ce projet. Il est tout aussi authentique que le vôtre, en fait. Complètement. Il est porté par des gens qui ont vraiment des valeurs très proches et qui sont vraies. On peut parler du Jute Lab aussi, qui est aussi une branche de cette association-là, qui travaille sur le biocomposite et qui a beaucoup de mal, et on en parle à chaque fois, à se faire connaître. Parce que, justement, il manque peut-être quelque chose de simple, d'accessible pour les médias. Et c'est ça qu'il faut réussir à trouver finalement. Mais finalement, souvent, là, le mot qui revient, c'est le mot expédition, non? Pour arriver à sublimer les projets et à faire en sorte qu'ils soient couverts médiatiquement. C'est un peu le secret, c'est ça? C'est faire une expédition? Je pense qu'aujourd'hui, il y a ça qui marche, c'est-à-dire l'exploit technique, le record. Mais il y a aussi, avec le développement des réseaux sociaux, les gens sont attachés au quotidien des gens qui regardent. Et donc, ils s'attachent aux personnes. Et ça, je pense que c'est aussi un axe de communication qui est intéressant. C'est que l'audience cherche à connaître le fond du quotidien d'une personne un peu connue. Et plus il va dans son quotidien, donc moins il va vers l'exploit, plus ça intéresse les gens. D'accord. Donc là, vous êtes en phase enfin, vous allez attaquer, on va dire, la deuxième partie de votre projet. Vous êtes aussi en compétition avec d'autres acteurs qui œuvrent sur le marché, si je puis dire, de la pollution plastique. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces autres acteurs? Alors justement, sur cette thématique de la pollution plastique, mais c'est vrai un peu sur toutes les problématiques, même celles justement environnementales, même les projets qui luttent pour des causes importantes, positives, il n'y a pas forcément que des personnes honnêtes,
malheureusement. Et donc, il y a beaucoup de projets qui se reposent uniquement sur de la communication, mais qui scientifiquement sont assez décriés. Donc, il y a pas mal de projets qui ne sont pas du tout acceptés par la communauté scientifique, qui râlent beaucoup, qui disent « mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on met en avant des projets qui n'ont aucun sens ». Et donc, typiquement, comme on disait, aujourd'hui, toutes les publications scientifiques ont montré que le plastique ne flottait pas, qu'il n'y avait rien à ramasser à la surface de l'eau. Pourtant, on ne parle que de ça. Et nous, les gens pensent souvent qu'on ramasse du plastique dans l'eau parce que ça a été tellement décrit, tellement mis en avant par les médias, le fait de nettoyer l'océan, que tout le monde a envie qu'on fasse ça. Alors qu'à aucun moment, c'était le but du projet. Et donc ça, c'est compliqué parce qu'on lutte en permanence contre une image qui est complètement fausse du problème, mais qui est ancrée dans la tête des gens. Les gens voient des photos de plastique qui flottent, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans la réalité, qui sont des photos d'illustration. Et donc, le problème, il est là, c'est que soit on décide d'aller dans ce sens en faisant croire aux gens qu'on va ramasser du plastique dans l'océan, tout en sachant qu'on n'aura aucun impact, parce qu'il suffit, si on travaille un peu sur le sujet, on comprend très vite que ça ne sert à rien. Soit on essaye de faire quelque chose d'un peu plus impactant, mais c'est difficile parce que c'est moins médiatisable. C'est tout l'enjeu. Donc du coup, vous luttez contre quoi là? Une mauvaise information, un enthousiasme débordant des médias pour des projets dont on se dit c'est génial, ils vont résoudre les problèmes de la planète, sans discernement particulier. Enfin, comment vous arrivez à naviguer, j'allais dire, entre ces écueils? Et c'est vrai que les médias, même si parfois ils mettent en avant les faux problèmes, ils mettent en avant un sujet. Et donc nous, on arrive quand même à parler d'un problème du plastique parce qu'il est au devant de la scène, même si le sujet de fond, il est complètement faux techniquement sur ce qui est vulgarisé. Donc nous, ça nous permet quand même de prendre la parole sur ces sujets-là. Après, on a notre projet qui a un sens, on espère, un peu plus profond que juste la couverture médiatique qui permet de répondre à la question « Comment vous allez faire pour nettoyer l'océan ?» Et donc c'est ça un peu notre défi, c'est de trouver l'équilibre, parce qu'il en faut un, entre une belle couverture médiatique, une belle bulle bien brillante qui plaît aux médias et qui permet en une phrase d'expliquer le projet, d'attirer l'attention, et un fond qui est quand même, quand on gratte un peu, pour ceux qui grattent, quand on gratte un peu, qui est solide, qui est concret, qui repose sur un comité scientifique, qui repose sur des études scientifiques. Voilà, c'est un peu l'équilibre qu'on essaie de trouver au quotidien. C'est pas facile. D'accord, mais s'il n'y a pas d'enthousiasme à la base, il n'y a pas non plus de papier, en fait. Je crois que vous avez fait des expériences de ce type, Simon. Complètement, ouais. J'ai une histoire assez incroyable, c'est que quand j'étais encore étudiant, j'avais participé à un concours qui était en fait des sortes de start-up week-end. Donc c'est des week-ends où on apprend à monter des projets. C'est de l'exercice, c'est de la formation, c'est de l'entraînement. Et donc j'avais eu l'idée de faire un détecteur de pesticides pour les fruits et légumes. Je trouvais ça cool. Je me disais, ce serait bien d'avoir un détecteur de pesticides. Donc j'avais regardé, j'avais vu qu'il y avait 2-3 publications qui montraient qu'on pouvait, avec certaines technologies, détecter les pesticides. Ça n'allait pas plus loin. Je suis marin à la base, officier de marine marchande, donc j'y connais rien en pesticides. C'est juste un sujet qui m'intéressait. Je me disais, ça peut être marrant de creuser ça. Et en fait, je me suis retrouvé au cœur d'un buzz médiatique, malgré moi. C'est parti d'un article, je me rappelle, une journaliste au Havre qui me dit « Tiens, on va faire un article là-dessus, il ne se passe pas grand-chose. Prends cette clé USB, on va faire une image de montage et puis on va illustrer ça. Tu vas scanner une pomme avec ta clé USB et on va illustrer le sujet. » Et c'était pas censé sortir du Havre. Et en fait, du jour au lendemain, un ami me dit « Mais c'est marrant, j'ai un copain en Savoie qui poste un article sur toi, il y a 20 000 partages. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, en fait, je me suis rendu compte, là, ça a été un enchaînement le vrai buzz médiatique. Mais les journalistes n'avaient pas forcément pu me contacter. Donc, c'était vraiment relayé, téléphone arabe, des informations, avec plein d'informations fausses. Certaines qui disaient que j'avais gagné 150 000 € du ministère de l'écologie. Donc, forcément, les gens disaient, ouais, c'est incroyable, c'est un truc formidable. Et donc, c'était pas contrôlable. Il y a des gens qui m'appelaient pour me dire « Je suis prêt à mettre 2 millions d'euros sur la table, c'est ce qu'il vous faut pour votre projet. » Donc en fait, on se rend compte que le buzz médiatique entraîne directement des investisseurs. Donc on rentre dans un cercle vicieux. On peut se faire facilement prendre au piège et se dire « Bon, bah, j'y vais, je lance ça. »
Et donc c'est ça le souci. Moi, j'avais creusé un peu le sujet, je m'étais rendu compte que c'était très compliqué techniquement. Et donc, j'ai étouffé ça en disant je vais pas continuer, poursuivre cette rumeur-là, parce que techniquement, c'est pas possible. Mais j'aurais pu très bien me faire embarquer par ce buzz médiatique et finalement ne pas pouvoir revenir en arrière. Donc ça, c'était une super expérience. Je me suis dit, OK, donc en fait, tous ces gros titres qu'on voit à 24 ans, il invente un détecteur de pesticides, etc., classique, on a envie de cliquer. Je sais d'où ça vient. Ça vient pas forcément d'un projet concret, ça peut venir d'une idée qui n'a aucun fond. Et donc, partie de ce constat-là, on s'est dit, OK, donc les autres projets qui ont levé beaucoup d'argent, qui ont fait beaucoup de communication, c'est parti de la même chose. Quand on creuse, effectivement, il n'y a pas de fond. Et donc, c'est ça qu'on a voulu éviter. Mais en même temps, en se disant, il faut pouvoir accrocher quelque part les médias avec un sujet qui a été réfléchi. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est dépasser cet enthousiasme-là qui peut, sur une idée comme ça un peu révolutionnaire, qui fait rêver, comment est-ce qu'on a quelque chose derrière qui est sérieux et qu'on ne s'arrête pas à du buzz médiatique. Et quand vous êtes en compétition, alors avec des gros projets qui sont un peu du même acabit que le vôtre, je pense à Ocean Cleanup ou bien à Sea Cleaner, comment vous faites pour dire oui, mais nous, en fait, on est un vrai projet à impact? Alors c'est ça qui est compliqué, parce que justement, c'est tellement, comme je disais, ancré dans l'esprit des gens que le problème de la pollution plastique, c'est qu'il faut ramasser le plastique dans l'eau, que c'est difficile de s'en détacher et d'expliquer concrètement par A plus B que le plastique flotte pas. On a beau l'expliquer, souvent les gens nous disent « D'accord, alors comment vous allez ramasser le plastique dans l'eau ?» On dit « Non, vous comprenez pas, le plastique flotte pas, on va pas le ramasser dans l'eau. » Et le problème, c'est qu'il y a plein d'études scientifiques comme ça qui sont mal comprises. Une assez récente qui nous a beaucoup fait réagir, c'est une étude qui disait 90% de la pollution plastique qui provient des rivières. Donc si on regarde les rivières, 90% de la pollution vient de 10 rivières. Et en fait, ça a été détourné parce que l'introduction, le résumé de l'article était pas très bien expliqué. Et donc les médias ont compris 90% de la pollution totale de l'océan vient de 10 rivières. Donc forcément, on se dit, génial, on n'a qu'à fermer le robinet, on n'a qu'à mettre des barrages dans 10 rivières, on a résolu le problème. Alors que les rivières contribuent à hauteur de 10%. Donc ça fait 90% de 10%. 9%. Donc on est loin de résoudre le problème de la pollution plastique en fermant 10 rivières. Donc il faut que vous soyez très explicatif quand même, que vous alliez vraiment au fond des choses pour, entre guillemets, vendre votre projet. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que ça marche? Est-ce que vous êtes conscient que vous allez avoir cette couverture médiatique pour la suite du projet? Et une couverture juste en plus, parce que j'ai cru comprendre que comme vous aviez médiatisé au départ sur la pyrolyse, tout le monde continue à focaliser sur la pyrolyse, alors qu'en fait, votre projet, il est beaucoup plus impactant et beaucoup plus vaste que ça. C'est vrai que c'est assez difficile. On a nagé un peu à contre-courant pendant 2 ans quand on avait fait ce buzz avec le bateau qui avance au plastique, en disant on ne veut plus en parler. On ne veut plus en parler, et aujourd'hui on n'en parle plus. Mais finalement, on n'a pas assez de recul. Il faudrait revenir dans 2 ans pour savoir si ça a marché, cette stratégie. On a envie d'être dans le concret, dans l'impact, dans les gens qu'on va permettre de vivre. Mais en fait, il y a vraiment un truc qui est triste, mais on se le dit souvent quand on parle à quelqu'un dans une conversation et qu'on parle du projet. Souvent, on explique l'impact, on explique la recherche, on explique le développement mondial, l'open source. Et les gens sont là comme ça, oui, oui, oui. Et à partir du moment où on dit, parce qu'on voit que la personne en face perd l'attention, on dit et notre bateau, un des défis qu'on s'est lancé, c'est de le faire avancer avec le carburant produit à bord par les déchets non recyclables, en bout de chaîne. Là, les regards s'éclairent. Et on se dit, en fait, est-ce qu'on n'aurait pas dû le dire au début? Parce que je viens de passer 10 minutes à lui expliquer tout le fond du projet. Est-ce qu'il a vraiment écouté? Et c'est un peu le sujet qu'on a au quotidien. C'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment le recul pour savoir si c'est la bonne stratégie. Mais je crois que le fond de ce qu'on fait au quotidien, plus on s'approche en fait du concret, plus on s'approche le bateau arrive, l'expédition va commencer, plus on arrive à parler concrètement et intéresser les gens sur ce qu'on va faire. Et donc, on travaille au quotidien avec des boîtes de production, avec plein de médias pour essayer de segmenter le fond du projet
en disant voilà, on va parler de cette partie pour vous, cette partie pour vous, et à chaque fois, ça fait des petits sujets qui sont compréhensibles, audibles et qui correspondent vraiment à l'audience. Et en télé, par exemple, la technique, c'est pas trop rebutant? Ouais, c'est vrai que la télé, c'est quelque chose sans citer de chaîne, évidemment, mais on s'est confronté parfois. Je me souviens d'une fois, j'avais passé toute une semaine à essayer de négocier un petit bout de reportage dans un JT d'une grande chaîne qui passe sur la 1. Le, le, le fait de parler un peu de nous. Et je me souviens que ça avait été assez dur. Et quand j'avais regardé le JT, on avait parlé 30 secondes de nous. Il y avait eu un reportage de 20 minutes sur la saucisse merguez après. Ah, évidemment. Dit, bon, est-ce qu'on est moins intéressant que la saucisse ou est-ce que finalement on a besoin de parler de ça pour rassurer les gens? Et c'est vrai que parfois on se voit refuser des reportages qui sont prévus, programmés, parce que la chaîne n'a pas trouvé le complément, le projet qui irait en face de nous, avec nous, parce qu'ils veulent pas qu'on parle encore d'océan, ils veulent pas qu'on parle encore d'environnement, parce que les gens en ont sans doute marre. Voilà, je connais moins leur audience qu'eux, mais c'est compliqué. D'accord, donc c'est un dur travail, hein. Bon, alors, maintenant, est-ce que, sur la fin, on arrive à la fin de cette table ronde, est-ce que l'authenticité donc, que vous incarnez, est-ce que vous avez quand même quelques recettes à donner à ceux qui pourraient suivre vos traces et dire, mais voilà, comment faire pour bien vendre? Parce que l'authenticité, c'est quand même le sérieux, c'est la véracité des faits, donc ce sont des valeurs journalistiques. Est-ce que vous avez une recette? Je pense qu'il faut arriver à partir de l'ambition qui peut être assez floue parce que assez théorique et en extraire un exemple concret, une application concrète qui peut justement s'expliquer en une phrase. Parce que c'est ça tout le défi, je pense, du journaliste, c'est d'arriver à attirer l'attention sur le titre ou d'arriver à accrocher l'audience. Et donc, partir de quelque chose qui va être facile à comprendre, qui va être simple, pour derrière expliquer le fond, un peu ce qu'on essaye de faire. Et finalement, c'est sûr qu'il y a un travail derrière qui est long, je pense, des journalistes, de creuser chaque sujet, ce qui n'est pas forcément toujours évident, pour arriver à démêler un peu le vrai du faux, savoir qu'est-ce qui relève de la fausse bonne idée, du buzz qui va finalement rien donner et peut-être désinformer, et qu'est-ce qui relève de quelque chose qui a de l'impact et qui peut non seulement faire de l'audience, mais en plus de ça, aboutir à des résultats concrets. C'est peut-être ça la difficulté, c'est dans ce monde où on est quand même submergé par l'information, l'infobésité, c'est d'arriver à extraire quelque chose un sujet de fond. Il y a cette volonté des médias d'être en flux continu dans l'info, pas toujours l'info la plus pertinente, mais parfois la plus spectaculaire. Donc c'est vrai que ça, c'est difficile de résister à ça, non? C'est sûr, mais je pense qu'il y a un espoir. Les gens sont pas bêtes et c'est peut-être on a tendance à l'oublier et on peut faire réfléchir les gens peut-être et faire en sorte qu'ils s'intéressent au sujet et qu'ils comprennent un peu plus. De toute façon, tous ces sujets qui soient couverts permettent de donner de plus en plus d'informations aux gens, les rendre de plus en plus conscients des problèmes. Et de cette façon-là, c'est quand même très positif, même si on ne va pas systématiquement au fond. Ça donne une pédagogie aux gens de l'environnement. Effectivement, je pense que beaucoup de projets très médiatisés, qui ne sont pas forcément médiatisés sur une base solide, ont quand même ce gros avantage pour tout le monde, pour nous les premiers, de faire parler du sujet. Et donc les gens s'intéressent au sujet et finalement parmi ces gens qui s'intéressent au sujet, certains creusent. Dans ceux qui creusent, ils comprennent quelles sont les vraies voies à privilégier. Donc vous repartez en expédition quand ? Et là, ça devrait être premier semestre 2021. On va pouvoir attaquer un premier Tour de France pour montrer concrètement ce qu'on va faire. Et enfin avoir quelque chose qui est au-delà de la 3D, qui est du concret, puisque le bateau sera là, avec tout ce laboratoire embarqué. Et ensuite, on espère commencer la mission donc en Méditerranée, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, à partir de l'été 2021. D'accord, donc 3 ans là, pour au total, à partir du printemps. C'est ça. D'accord. Et là, donc, vous allez aussi embarquer des gens médiatiques sur votre bateau ? Vous nous suivrez, on espère. Mais bien sûr, avec attention. Effectivement, on a une partie de l'équipage qui est des ingénieurs, qui sont des scientifiques, qui sont
des gens vraiment pour l'impact, pour le fond du projet. Et on a une partie de médiaman qui, leur boulot, c'est de faire en sorte que les sujets qui sortent sont le plus proches possible de la réalité. C'est-à-dire du fond du projet. Donc le moins simplifié possible, le moins très vulgarisé pour attirer l'attention. Le but du jeu, c'est qu'on ait le maximum de contenu de qualité construit à bord du bateau et qui donc ressortent dans les médias régulièrement, on espère. Est-ce que vous espérez, en fait, de ce projet, au final, s'il est réussi, ce sera quoi pour vous? S'il est réussi, c'est un peu ce qu'on dit et ce que disent certains sponsors, d'ailleurs, très bien du projet. Ils auront réussi quand on n'entendra plus parler d'eux. Quand, en fait, l'idée nous échappera et que c'est le principe de l'open source. Et que finalement, on ne sera plus derrière chaque projet, chaque initiative locale qui naîtra, mais on pourra observer l'impact et la viralité de cette ambition, de cette idée. Donc, en fait, Elle vous échappe. finalement, si l'idée nous échappe, on aura gagné. Ouais. D'accord. Bon. Bah écoutez, c'est un beau projet en tout cas. Je pense que les écoplanètes le suivront attentivement, puisqu'on essaye aussi d'être authentique. Voilà, bah écoutez, bonne route. Et puis on vous suivra. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à bientôt.